Alan Petre, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a inspiré quand vous étiez gamin, enfant, adolescent? Une personnalité, peut-être il y en a plusieurs. Peut-être le choix est dur, mais une seule. Alors, on a eu plusieurs en effet, mais si je choisirais une personne en dehors de ma famille, ce serait Albert Einstein. Pourquoi? Parce que Albert Einstein, c'est un scientifique qui était en avance dans son temps. En 1915, il a sorti une théorie qui s'appelle la relativité générale, Ouais. et qui encore aujourd'hui, à travers la NASA et les télescopes spatiaux comme le James Webb, encore aujourd'hui cette théorie de la relativité générale, on la voit à travers les images de l'espace qu'on observe. Donc c'est une personne qui m'inspire de par son génie en fait, tout Qui vous simplement. inspire depuis quel âge? Depuis assez tôt finalement, parce que je dirais que ma rencontre avec le spatial elle s'est faite assez tôt à l'école primaire, donc au CE2. On avait fait une sortie scolaire et je suis parti observer les étoiles. C'était quand même assez fou pour moi parce que c'est un domaine que je connaissais pas au final avant ce jour-là. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à regarder des documentaires, à lire des livres. C'est comme ça que j'ai eu cette envie de travailler un jour à la NASA. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec à côté de moi aujourd'hui Alan Petre, ingénieur aérospatial français à la NASA en Californie, donc depuis un peu moins de 2 ans. Vous venez de nous le dire, vous avez découvert Albert Einstein en CE2, c'est très précis, le souvenir l'est tout autant. J'ai vu sur votre LinkedIn qu'il y a quelques années, 2018 je crois, vous étiez vendeur chez Hugo Boss à temps partiel. C'était donc j'imagine un job étudiant. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce... C'est ça. Alors j'étais chez Hugo Boss à temps partiel en fait pour financer ma vie d'étudiant. Je travaillais le samedi et le dimanche. Ouais. La semaine j'étais en cours. Et donc en l'occurrence je vendais des costumes chez Hugo Boss, qui est une marque qui est quand même assez prestigieuse. Ouais. Et donc ça m'a quand même aidé. Et le souvenir que j'ai, c'est vraiment l'aide que ça m'a apporté pour l'anglais. Parce que ça m'a permis de parler anglais à une clientèle qui était quand même vachement internationale. Donc c'était à la Vallée Village, à côté de Disneyland Paris. Donc il y a un lieu qui est quand même assez touristique. Donc ça m'a permis d'améliorer mon anglais. Et après, ensuite, quand je suis parti en Floride, pendant mes études encore une fois, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais pu m'intégrer assez rapidement. Donc en tout cas, c'est quand même de bons souvenirs avec de très belles équipes que j'ai rencontrées là-bas. Et en job étudiant, je pense que c'est quand même une bonne chose d'être dans ce type de société qui est quand même assez prestigieuse. Et il y a toujours, effectivement, et surtout ce que vous dites, c'est qu'il y a toujours des... Enfin ça, en l'occurrence, c'est pas des soft skills, mais des vrais skills linguistiques notamment, Exactement. qui vous permettent de perfectionner. Vous avez perfectionné votre anglais grâce à Hugo Boss, dans une certaine mesure. Voilà, exactement, dans une certaine mesure, de par mon activité aussi quotidienne, les séries et films que je regardais en anglais. Oui. Mais en l'occurrence, Hugo Boss m'a aussi permis d'avoir cet anglais un peu plus quotidien, avec un vocabulaire qui est lié au monde de tout ce qui est habits, vêtements, etc. en général. Mais quand même, ça m'a quand même aidé parce que c'est toujours un plus de parler anglais et de pratiquer en anglais tous les week-ends. Donc ça a été clairement un avantage. Alors aujourd'hui, Alan, vous parlez anglais quotidiennement puisque vous êtes à la NASA depuis environ 2 ans. Alors racontez-nous la rencontre Alan X NASA, ça s'est passé comment? Comment ça s'est passé cette histoire? Alors, j'étais en école d'ingénieur. Ouais. Donc mon cycle ingénieur, moi, c'était de 2020 à 2023. Et donc pendant mon cycle ingénieur, j'ai fait un stage en Floride, dans une université. Donc c'était à l'université de Floride. Et j'ai fait un stage en astrophysique. Et j'ai visité le Kennedy Space Center de la NASA, qui est le centre de la NASA où ils lancent les fusées américaines. Donc c'est à Cap Canaveral. Et donc depuis petit, j'avais cette idée en tête de moi aussi un jour j'ai envie de travailler à la NASA. Quand je voyais Neil Armstrong et Buzz Aldrin poser les pieds sur la Lune, etc. Et donc j'avais cette envie-là, cette détermination. C'était un objectif chez vous depuis déjà quelques années? Depuis des années. Vraiment depuis la primaire, le collège, j'avais cette envie-là. Donc Einstein, X NASA alors. Voilà, exactement. Et X Neil Armstrong aussi en l'occurrence. Okay. Et donc oui, j'avais cet objectif-là. Et moi en l'occurrence, et comme beaucoup de gens qui sont originaires de banlieue parisienne ou même de banlieue en général, on n'a pas forcément les contacts, on n'a pas forcément des modèles proches sur qui nous fier. Et donc moi en fait, j'avais pas de contact, donc c'était soit j'y vais à l'audace et que j'essaie de contacter quelqu'un par audace, soit mon rêve n'allait pas se réaliser, donc, ou en tout cas sur le court terme. Quoi. Audacieusement, vous avez fait comment? Vous avez écrit sur LinkedIn? Alors ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais en alternance chez Ariane, au Muro, ouais. Je travaillais donc en aérothermodynamique, c'est un domaine de la mécanique des fluides qui est assez précis, en tout cas dans l'ingénierie spatiale. Et donc c'est un domaine aussi qui est assez de niche. Et j'ai fait en l'occurrence une étude bibliographique chez Ariane, et j'étais tombé sur des articles scientifiques de la NASA. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre connaissance du travail de plusieurs chercheurs à la NASA. Ouais, et donc vous avez eu des noms quoi? J'ai eu des noms, j'ai eu des mails, et j'ai envoyé un mail au culot. Je me suis dit au pire, ce qui peut m'arriver c'est qu'on me réponde pas ou qu'on me dise non, mais c'est pas grave, ma vie continue. Ouais. Donc j'ai envoyé un mail au culot
Et je me suis dit, bon bah voilà, soit ça fait mouche ou ça passe pas, c'est pas grave. Et Au début, ça a pas fait mouche. Ah ouais. Alors, ouais, vous avez insisté quand même. Au début, alors j'ai pas vraiment insisté, mais au début ça a pas fait mouche parce qu'au début j'ai reçu un non pour plusieurs raisons. Parce que déjà il n'y avait pas de poste qui s'ouvrait et aussi parce que à côté de ça, étant donné que je suis pas américain, c'est plus compliqué pour eux de prendre un étranger que de prendre un américain. Il y a davantage de process, de recrutement, etc. Exactement. Ils vont prendre un étranger seulement si un étranger il a une compétence en plus vraiment qu'ils recherchent précisément et qu'ils ne trouvent pas chez un américain. Et là, en l'occurrence, la vôtre? La mienne, c'était que j'ai fait de l'alternance pendant 3 ans en aérothermodynamique, donc un domaine qui était assez précis. Et donc ça m'a aidé. L'alternance, ils ne connaissent pas ça aux États-Unis. Donc avoir fait de l'alternance, ça m'a vachement aidé pour déjà avoir de l'expérience. Et en ayant mon diplôme d'ingénieur, je suis d'ores et déjà opérationnel. J'ai déjà 3 ans d'expérience derrière moi et j'ai mon diplôme d'ingénieur. Donc en fait, c'est ce qui, je pense, a fait la différence. Donc après, j'ai été recontacté par cette personne-là. J'ai passé des entretiens. Combien? Et au final, 4 entretiens à distance. Donc moi, j'étais en France, eux, ils étaient à Los Angeles. Et au final... vous avez été recruté par la NASA à distance? À distance, entretien en visio, ouais, exactement. Et donc après, ça a fait mouche. C'est comme ça que j'ai été pris pour commencer ma carrière. Alors il y a des tas de gens qui sont jaloux, j'imagine, de vous. Parce que la NASA, ça fait partie de ces organisations, de ces entreprises qui font rêver dans le monde entier. Il y a des vêtements. Enfin, vous portez une chemise. Vous me disiez en off tout à l'heure que ça, on pouvait la trouver qu'en boutique, sur site. Voilà, c'est ça, sur site. On peut pas l'acheter sur Internet. Mais il y a des tas de vêtements NASA que les gens portent comme si c'était une marque lambda dans une certaine alors mesure. jaloux, je sais pas, mais en tout cas, j'espère que ça inspire des jeunes. J'espère que ça inspire des jeunes à ne pas s'auto-limiter. Des jeunes qui sont de banlieue, mais pas forcément que de banlieue, même de tout. Pour moi, c'est un message qui est universel. Pour les jeunes qui se réorientent, parce que moi, je me suis réorienté pendant mes études. J'ai pas commencé mes études dans le spatial. Pour les jeunes qui travaillent à côté de leurs études. Pour les jeunes qui font 4 heures de transport par jour, qui parfois peuvent avoir des moments un peu difficiles, un manque de sommeil, un manque de motivation aussi parfois. Donc en fait, j'espère surtout au-delà de me dire qu'il y a peut-être des jaloux, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont inspirés et j'espère inspirer des gens. Il y a des jalousies saines, l'inspiration, c'est une chose. Est-ce que, alors vous disiez que c'est amusant, vous avez réussi à décrocher un entretien en lisant des articles de chercheurs spécialisés. Est-ce que vous, maintenant, vous recevez des mails, ça vous arrive de recevoir des mails de jeunes Français qui toquent à votre porte Ça m'est arrivé une fois ou deux, ouais. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Et on va dire que c'est assez compliqué aujourd'hui, encore plus qu'il y a 2 ans, parce qu'aujourd'hui, en fait, avec la nouvelle administration américaine, avec les nouveaux budgets de la science qui sont attribués à la NASA, tous les robinets sont fermés. C'est très. Il y a budget. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune recrue en fait. Même pour les Américains, c'est très dur d'y rentrer. Parce qu'ils font des campagnes de licenciement et pas des campagnes de recrutement malheureusement. Et donc c'est devenu compliqué, mais dans les années à venir, je pense que ce sera facile. Et en espérant que le budget alloué au spatial et au public américain reviennent devant la scène, quoi. Alors vous avez débuté votre carrière donc, à la NASA. Est-ce que revenir en France, c'est quelque chose qui vous effraie désormais? Vous avez l'impression d'être dans la référence aérospatiale, ou alors au contraire vous vous dites je reviendrai bien un jour en France pour parce que nous aussi finalement en France on a des jolies boîtes et des jolis talents. On est très très bon en France et en Europe d'ailleurs, parce qu'on a l'agence spatiale française de CNES, mais on a aussi l'agence spatiale européenne, l'ESA. Donc on est très bon en France. On a juste moins de budget qu'aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a potentiellement des missions qui sont moins ambitieuses. Mais moi honnêtement, je suis né à Paris, j'ai grandi en France. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à la France. Donc j'ai envie de revenir et de travailler pour la France, pour l'Europe. Au moyen long terme, je ne sais pas. Mais en tout cas, travailler pour la France et l'Europe. Pourquoi pas un jour devenir astronaute français aussi et succéder à Thomas Pesquet, Sofiane. C'est un objectif que j'ai en tête. Là, je suis trop jeune aujourd'hui, j'ai 25 ans. Albert Einstein, Thomas Pesquet, Neil Armstrong. Je commence à faire un triptyque. Voilà, exactement. Il y a un trio qui peut se former là. Mais en l'occurrence, oui, j'ai cet objectif-là de revenir quand même en France et en Europe. J'adore la NASA, c'était un rêve. Aller à la NASA pour réaliser mon rêve, oui. Mais faire carrière à la NASA, c'est autre chose. J'ai envie de faire carrière quand même en Europe. Et j'ai envie de faire carrière soit au CNES, soit à l'ESA, et contribuer à mon pays, mon continent. Alors Alan Petre, est-ce que donc vous qui êtes à l'intérieur de la NASA, qui en connaissez peut-être pas toutes les coulisses, mais en tout cas une partie, est-ce qu'il y a beaucoup de Français déjà là-bas? C'est une excellente question. Au-delà
de l'inspiration, de l'envie que peut susciter cette société en France et dans beaucoup de pays, j'imagine. Est-ce que à l'intérieur de... Ah oui, il y en a. Ouais, non, je ne suis pas le seul. Il n'y en a pas non plus énormément. En fait, si on compte la NASA en entièreté, il y a plus de 20 000 employés. Ouais. Sur les 20 000 employés, il y a environ peut-être une vingtaine de Français. Donc on est quand même bon. On n'est pas beaucoup au final, mais il y en a quand même. Il y a même des étrangers d'autres pays, des Italiens, des Allemands, parfois même des Anglais, des Britanniques. Il y a une communauté française. Une petite communauté, ouais, quand même. Tous, oui, quand même, pas tous, mais la plupart. Parce qu'après, bon, faut savoir qu'il y a 10 centres de la NASA partout aux États-Unis. Moi, je suis sur un centre sur les 10, donc il y a différents centres. Mais en l'occurrence, oui, il y a des petites communautés qui peuvent se former. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et c'est déjà un bon moyen de dire aux jeunes français que c'est possible aussi. Et que, voilà, on peut aussi partir à l'international. Et pas forcément rester en France. Si on a envie d'améliorer notre anglais, si on a envie de voir autre chose un peu et pourquoi pas revenir après, c'est possible. Tout est possible. Est-ce que quand vous êtes arrivé, donc quand vous avez pris votre job à la NASA, vous aviez un mentor, enfin l'onboarding à la NASA, ça se passe comment quand on est une jeune recrue française, qu'on a passé tous ces entretiens de recrutement en visio, comment est-ce qu'on est accueilli? Alors c'était mon chef d'équipe, Mike, qui m'a très bien accueilli, qui est une personne extraordinaire, une personne. Je pense que voilà, on va sans doute rester en contact toute ma vie parce que c'est vraiment une personne qui m'a vraiment accueilli d'une manière vraiment extrêmement bien. Il a adoré, il n'était pas au courant de mon parcours et tout ça, donc quand je lui racontais un peu mon histoire, etc., il a adoré. Quand je suis arrivé, j'étais à côté d'une dame qui est directrice du pôle matériaux, donc le bureau voisin. Et elle aussi, quand je lui racontais mon histoire, etc., elle avait les larmes aux yeux. Donc en fait, c'est vraiment des personnes qui sont extraordinaires. J'étais entouré vraiment de personnes extraordinaires dans mon service et dans mon département en général. Et donc en fait, l'arrivée, c'est une arrivée assez classique. On arrive, on donne mon badge. Et je suis accueilli par mon chef d'équipe et ensuite il nous présente à l'équipe et on démarre le travail directement. Donc c'est assez classique, un peu comme ce qu'on peut voir en France au final. Et votre première journée de boulot à la NASA, vous vous en souvenez ou pas? Je m'en souviens. Vous découvrez tout là, vous découvrez les murs, vous découvrez vos collègues, vous découvrez, j'en sais rien, peut-être la première mission, première tâche qu'on vous confie. Alors c'était fou parce qu'il y a eu une visite du site, premier jour. Et donc en gros il y a un musée dans la NASA, un musée où ils exposent un peu toutes les missions. On a une salle blanche, un jardin martien, un centre de contrôle. Ouais. Et donc à la visite du site, j'étais comme un... En fait, tout ce que je voyais derrière les écrans ou dans les documentaires. Un gamin. J'étais comme un gamin. J'étais vraiment comme un gamin et je pouvais pas m'arrêter limite parfois je restais fixe et je ne bougeais plus parce que j'arrivais plus. J'étais un peu tétanisé. Et je me suis dit là c'est concret. Je suis devant vraiment. Là ça se passe là. Là vous bossez donc, quoi. Voilà exactement. Pour de vrai. Et donc justement une journée professionnelle d'aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Alors c'est assez pluridisciplinaire. Donc ça dépend en fait. Il y a tout ce qui est bureau. Donc tout ce qui est bureau, c'est vraiment, on est sur les ordinateurs, on est connecté à des supports ordinateurs pour lancer des calculs numériques, des calculs scientifiques numériques. Dans mon cas, c'est simuler ma sonde spatiale dans l'atmosphère de Vénus. Ouais. Et comprendre toutes les contraintes, toutes les charges thermomécaniques qu'elle peut se prendre dans l'atmosphère de Vénus. Et à côté de ça, il y a aussi des tests, parfois en salle blanche, des tests à côté de ça qui peuvent aussi être un peu en complément de notre travail, où on simule le vide spatial, on simule des rayons radiatifs qui viennent du Soleil sur nos sondes spatiales, on essaie de comprendre comment nos matériaux réagissent à ça. Et donc c'est assez pluridisciplinaire. Ouais. Il y a à la fois un côté pratique et un côté théorique. C'est très technique. Ouais, c'est très technique quand même. J'ai l'impression, est-ce que, donc je lisais justement, il y a beaucoup de Français, est-ce que, il nous reste une grosse minute, est-ce que les Français que vous avez rencontrés là-bas, comme vous, ont cette vibration, j'ai l'impression, en vous écoutant, cette passion, et ont l'impression d'avoir accompli un rêve de gosse? Est-ce que ça, c'est valable pour tous les Français qui travaillent Alors, ouais, c'est... Après, le côté passion, je pense que c'est une chose qu'on a en nous. Et après, la transmettre, c'est autre chose. Mais en l'occurrence, c'est toutes des personnes qui sont aussi inspirantes et qui, du coup, sont passionnées par ça. Parce que je pense que arriver là où on en est aujourd'hui, en tout cas moi, dans mon cas, et surmonter un peu tous les obstacles, je pense qu'il n'y a que la passion qui peut permettre d'en arriver là. Et donc, forcément... Au final, les Français, et aussi même, j'étais à côté il y avait aussi un collègue qui était italien, même aussi les étrangers en général, ou même les Américains aussi, en fait, on est entouré de passionnés en général. On est dans un monde de passionnés, et je pense que le spatial, il y a des personnes qui ne sont pas forcément passionnées aussi, qui travaillent, mais en tout cas, le spatial, c'est un domaine où vraiment la plupart des personnes sont passionnées et sont animées par ce qu'ils font, et c'est ce qui permet de mener à bien des missions et d'être ambitieux aussi au final, et de réussir des missions. Donc je pense que c'est cet aspect-là qui permet à la NASA d'aller loin à chaque fois parce que c'est une agence spatiale qui du coup embauche des passionnés.
Merci Alan Pett. Merci à vous. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Et donc à bientôt. Nous étions donc à Big, l'événement de BPI. Donc merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Et merci au Figaro pour l'invitation.